Je voudrais vous présenter, c'est une sorte d'état des lieux. Alors évidemment, en 3/4 d'heure, ça va être très condensé. Un état des lieux de la planète. Se disant, je voudrais être le plus factuel possible. Mais en fait, vous le savez, nous sommes des animaux interprétants et il nous est très, très difficile de rester factuel. Je vais vous donner un petit exemple. C'était tout au début de ma carrière universitaire. J'avais un collègue qui venait de publier un livre qui s'appelait « Le philosophe et l'architecte ». Et dans ce livre, vous allez me dire, il l'avait cherché, hein, dans ce livre, il n'était pas du tout question d'architecture. Et ce camarade ne connaissait rien à l'architecture. Eh bien, il a été invité pendant 10 ans dans toutes les écoles d'architecture de France et de Navarre. Donc vraiment, nous sommes des animaux interprétants et parfois nos propos sont saisis dans des sens qu'on n'anticipe pas et qu'on ne voulait pas du tout. Alors je vais commencer pour prévenir un peu, avant de rentrer dans le vif du sujet, de revenir sur 3 préjugés très répandus sur les questions d'environnement. Si je vous demande de quoi il s'agit, vous allez tous me dire, je ne vais même pas faire le test, vous allez tous me parler de pollution. Alors je ne vous dis pas que la pollution n'existe pas, mais en revanche, comme vous allez le voir, elle ne constitue qu'une toute petite partie des questions d'environnement. Et si on avait affaire qu'à des questions de pollution, il serait très facile, de les surmonter au moins en partie, mais précisément, ça n'est pas le cas. Deuxième préjugé, vous l'entendez sans arrêt, tout le monde nous dit que nous traversons une crise écologique. Eh bien, je suis désolé de vous le dire, il n'y a pas de crise écologique. Vous allez me dire, il est fou, il est tombé sur la tête. Non, tout simplement parce qu'il ne s'agit pas d'une crise. Une crise, c'est un moment particulier qui met fin à une forme de normalité pour ouvrir ensuite à une autre normalité. Alors ce n'est pas du tout ce qui est en train de nous arriver. Nous sommes tout simplement en train de faire muter ce qu'on pourrait appeler, j'y reviendrai, le système Terre. Et franchement, pas a priori pour une façon qui nous soit très favorable. On ne traverse pas de crise, on est en train de provoquer une gigantesque mutation et la planète sur laquelle nous allons habiter dans les décennies, les siècles et les millénaires qui vont venir ne sera plus celle que l'on a connue. Troisième préjugé, tout le monde parle de risques environnementaux. Ce n'est pas une bonne expression. Vous l'avez entendu tout de suite, c'est très bon de savoir prendre des risques. Avec le système Terre, c'est peut-être pas très intelligent de prendre des risques. Il ne s'agit pas de risque. Un risque, c'est un dommage circonscrit. Et on peut mutualiser ce risque, on peut le compenser pécuniairement. Si demain, j'espère que ça ne sera pas le cas, mais l'état de la planète devient beaucoup plus hostile au séjour des hommes, ça n'est plus un risque. On pourrait appeler ça, avec un vocabulaire un peu philosophique, une sorte de dommage transcendantal. C'est-à-dire que ça viendrait changer complètement les conditions de vie sur la planète. Ce n'est plus un risque qu'on peut prendre. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié hier l'exposé de Pierre-Yves Gomez. Vous avez eu en quelque sorte le cristal de Laudato Si, mais j'ai juste, pas un désaccord, mais une petite différence. Petite différence sur le mot catastrophe et catastrophisme. Alors j'ai bien compris le sens où il veut rejeter le mot catastrophisme, ce soit par une espèce d'amour délétère des catastrophes, là franchement, effectivement, ce n'est pas une bonne attitude, ou alors une interprétation délirante qui consiste à croire que c'est Mère Nature qui se venge, et là, effectivement, on tombe dans un abîme de choses relativement horribles et insensées. En revanche, des catastrophes, l'humanité en a toujours traversé. Celles qui nous viennent de cette mutation dont je parlais nous touchent moins, nous, au nord, qu'elles ne touchent déjà d'autres gens. Si vous habitiez Tuvalu, vous verriez le trait de côte de votre île reculer presque tous les jours, vous verriez les rares points d'eau douce se saliniser, et vous sauriez que vous n'avez plus que peu de temps à pouvoir encore habiter sur cette île. Donc malheureusement, ce que je vais vous dire va susciter forcément des émotions négatives, et s'il vous plaît, ne confondez pas le message avec son porteur. Je tiens à déjeuner en paix tout à l'heure. C'est très important de faire la différence. Cela dit, pour vous mettre dans l'ambiance,
eh bien, je vais vous rappeler une des dernières phrases du chapitre juste après le début de l'encyclique, qui est d'une tonalité très franciscaine, et ensuite un assez long chapitre qui rappelle un peu justement l'état des lieux, et qui se termine ainsi, où François invite le lecteur, et je cite, « à prendre une douloureuse conscience, à oser transformer en souffrance personnelle ce qui se passe dans le monde. » Alors nous allons voir maintenant, très rapidement, de façon un peu condensée, ce qui se passe dans le monde, ce que, sans le savoir d'ailleurs et sans le vouloir, nous avons en quelque sorte provoqué. Là, je ne sais pas, mais le système ne marche pas. Il devrait y avoir un transparent derrière. Je vais peut-être refaire ça. Voilà, merci. Donc, vous avez une série de graphes, et tous ces graphes présentent ce qu'on appelle la grande accélération. Cette grande accélération, elle se produit, grosso modo, même pas grosso modo, quasi exactement en fait, à compter des années 50. À compter des années 50, toutes les courbes qui expriment nos activités, et tout d'abord le fondement de nos activités, c'est-à-dire aussi la démographie humaine, explosent. Ça, c'est la partie gauche. Si vous regardez du côté de la population, effectivement, vous avez un envol. Je vous rappelle qu'au moment où le Christ apparaît sur Terre, nous étions probablement à peu près 350 millions. Nous étions déjà, j'arrondis, 1 milliard en 1800, 2 milliards en 1900, 3 milliards en 1950, 6 milliards en 2000, 7 milliards et presque 400 millions de personnes. Et nous serons probablement très proches des 10 milliards au mi-temps du siècle. Ça, c'est le premier paramètre. Deuxième paramètre, nos activités économiques, durant cette même période, durant laquelle l'humanité passe de 3 à 6 milliards, ont décuplé. On pourrait prendre d'autres choix que ces activités, on ne lit pas très bien, mais peu importe. À gauche, vous avez les activités humaines, et puis à droite, vous avez par exemple au-dessus, en dehors de la vapeur d'eau, les 3 principaux gaz à effet de serre, mais ceux sur lesquels on influe le plus directement. Je vous montre ça sous une autre forme, c'est plus clair, parce qu'on voit bien avec ce genre de graphe qu'effectivement, systématiquement, à compter des années 50, eh bien, toutes ces courbes s'envolent. Alors, si vous pensez que ça n'aura aucune conséquence, ce n'est pas en Jésus-Christ que vous croyez, mais c'est au Père Noël. Ça n'a pas la même intensité. Non, forcément, il y aura des conséquences. Alors, ce n'est qu'un graphe, mais il est assez intéressant parce que celui-là a été produit au début des années 70, en 72, 72 pour les Suisses, je sais qu'il y en a dans la salle. Eh bien, vous avez en pointillé un modèle qui a été conçu au début des années 70 et qui essayait de comprendre l'évolution du monde en retenant 5 paramètres, pas de paramètres monétaires, mais des paramètres matériels, population, ressources, ce qu'on appelait encore pollution, etc. Et là, vous avez celui des scénarios qui avait été conçu à l'époque, Standard Run, dont les auteurs pensaient qu'il serait le plus probable parce que business as usual. Et effectivement, c'est bien ce qui s'est produit. Là, c'est dommage, dans l'image que j'ai, on s'arrête en 2000. On peut poursuivre maintenant la courbe jusqu'en 2015, mais en tout cas, on a très bien les chiffres de façon très stable jusqu'en 2010. Et vous voyez que la réalité, c'est-à-dire le trait foncé, suit assez rigoureusement l'évaluation en pointillé datant maintenant de 45 ans pratiquant. En sera-t-il ainsi à l'avenir? Je n'en sais rien. Ce n'est qu'un modèle, ce n'est pas la réalité. Mais en tout cas, effectivement, ce modèle, lui, annonce des choses pas très marrantes. Alors, on va commencer par la première partie de cet exposé. On va s'intéresser aux ressources sans lesquelles il n'y a pas d'activité humaine et donc pas d'économie. Ensuite, dans une deuxième partie, on va s'intéresser aux perturbations du système Terre. Il faudra vous habituer à cette expression système Terre parce que, je l'expliquerai un petit peu vers la fin, si on ne la comprend pas, on ne comprend pas ce qui peut advenir, c'est-à-dire les phénomènes que l'on peut susciter, sans d'ailleurs toujours les connaître à l'avance. Alors, la première des ressources, celle par laquelle je vais commencer, c'est tout ce qui concerne
l'énergie, et essentiellement, puisque c'est 80% de ce que nous utilisons chaque année, les énergies fossiles. Ensuite, je m'intéresserai aux minéraux, ensuite aux métaux, ensuite à l'eau, rapidement, et puis enfin, j'en arriverai aux ressources du vivant, aux ressources biotiques. Mais vous allez voir, la leçon est la même partout. Elle se résume non pas à un C cette fois, mais à un R, Razzia. Alors, là, c'est simplement pour vous rappeler que, je vais essayer d'aller vite, si vous voulez, en matière d'énergie, jusqu'alors, nous n'avons jamais su nous restreindre. Nous n'avons su qu'accumuler les énergies et augmenter notre consommation. On va y revenir avec le climat. Ce qu'on devrait faire aujourd'hui, c'est apprendre à réduire nos consommations. Autre constat extrêmement important en matière d'énergie, peut-être que dans la salle, il y a des gens qui sont EDF, mais quand EDF vous dit « nous produisons de l'énergie », c'est une métaphore. Les hommes ne sont pas capables de produire de l'énergie. Elle est constante dans l'univers. Nous savons la capter, nous savons la transformer, nous savons la transporter. Or, vous vous en doutez, la capter, la transformer, la transporter, eh bien, ça consomme de l'énergie. Donc l'énergie, c'est toujours un solde. On investit et on récupère. Qu'est-ce qu'on récupère? Vous verrez qu'il y a une tendance très marquée ces dernières décennies. Alors là, je vais aller assez rapidement. C'est une courbe qui vient de chez Exxon, donc en gros, ça doit correspondre à quelque chose. Là, vous avez en vert, pour le pétrole, en rouge pour le gaz, la courbe qui retrace nos découvertes. Là, on parle, je vais regarder tout à l'heure, de fossiles conventionnels. J'expliquerai ce que ça veut dire tout à l'heure. Et vous apercevez, à partir de l'année 64 pour le pétrole, quinzaine d'années après pour le gaz, toujours dans le conventionnel, eh bien, les découvertes qu'on a faites n'ont cessé d'être plus petites. En revanche, là c'est dommage puisque la courbe s'arrête en réel à partir de 2000, parce que c'est à partir de 2000 justement que l'énergie mondiale est plus consommée, que son taux de croissance s'accélère. Donc on consomme de plus en plus d'énergie, et puis pour le fossile, eh bien, en tout cas pour les conventionnels, on en découvre moins. Donc ça posera un problème, ce qu'on appelle le pic pétrolier, mais vous allez voir, ce n'est pas forcément la chose la plus importante. Alors, autre chose aussi très importante, si on calcule de façon monétaire, en économiste, grosso modo, l'énergie qu'on consomme, eh bien, c'est à peu près 4% du PIB. Donc, pour un économiste un peu littéraliste, eh bien, l'énergie, ce n'est pas très important, puisque c'est qu'une petite part du PIB. Mais ça, c'est un raisonnement relativement fallacieux. Si vous retirez ces 4%, c'est l'ensemble du PIB qui s'effondre. Et toute la croissance que l'on connaît depuis le XIXe siècle a toujours été due à l'avènement de moteurs nouveaux, et tout ce qu'on appelle les 30 glorieuses sont impensables et auraient été impossibles sans précisément le pétrole qui s'est rajouté, vous l'avez vu tout à l'heure, aux autres énergies que l'on consommait. Alors, très rapidement, en gros, là, ce sont des chiffres qui sont, peu importe, on ne les voit pas, mais ils sont faux d'ailleurs, mais tout simplement parce que, en général, quand on vous donne une estimation sur l'énergie, ce qu'on retient, on prend toujours une année de référence et on fait comme si notre consommation n'augmentait pas d'année en année. Par exemple, un taux d'augmentation, un taux de croissance de 3%, vous prenez une quantité au début d'un siècle, vous la reprenez à la fin, elle est augmentée par un facteur 19. Donc effectivement, quand on ne tient pas compte de ça, on donne des chiffres fantaisistes, mais ça n'a pas tellement d'importance. Alors, je vais aller très vite à l'essentiel. Je vais simplement vous rappeler la différence entre ce qu'on appelle les énergies fossiles conventionnelles et non conventionnelles, et on va tout de suite arriver au cœur du sujet. En fait, le conventionnel, eh bien, c'est les énergies fossiles qu'on extrait à faible coût énergétique. Si je prends les décennies de saga du pétrole, eh bien, il suffisait alors d'investir 1 baril pour en extraire 100. Aujourd'hui, pour les pétroles conventionnels, quand on investit 1, en moyenne, je dis bien, on est plus près des 20. Ça n'a plus rien à voir. Et vous allez le comprendre, et c'est ça l'histoire du pic pétrolier, mais ce n'est pas très important. Imaginez par exemple que tous les gisements de la Terre en pétrole ressemblent à un yogourt.
On en a parlé tout à l'heure, ce n'est pas la même marque, mais imaginez, tous les gisements ressemblent à un yogourt. Mais attention, vous mangez le yogourt avec une cuillère qui est elle-même faite en yogourt. Ce qui suppose que vous ayez déjà eu un pot avant. Eh bien, vous imaginez que très vite, vous allez très fortement augmenter votre taux d'extraction. Et puis, quand vous allez arriver à peu près à la moitié du yogourt, si vous faites preuve de la même énergie, vous allez entrechoquer les parois et petit à petit, vous allez extraire de moins en moins de pétrole, mais toujours avec la même énergie, celle de la cuillère. Et vous imaginez bien qu'en réalité, vous n'allez pas racler le pot. Puisqu'en raclant le pot, vous allez utiliser beaucoup plus d'énergie que vous n'allez en retirer. Donc, grosso modo, quand on atteint à peu près la moitié de nos réserves, eh bien, notre capacité à extraire, qu'il s'agisse d'ailleurs de minerais ou de pétrole, diminue pour cette raison. C'est assez facile à comprendre. Et quand Max Weber disait qu'on utiliserait la dernière goutte de pétrole, pour aller la chercher, il faudrait avoir un baril. Nous n'irons jamais chercher la dernière goutte de pétrole. Alors maintenant, si on généralise ce raisonnement, eh bien, on va arriver à ça. Alors, en gros, là, on voit presque tout sur le slide. Mais l'idée est la suivante, c'est que, de façon tendancielle, le ROI, si je prends tout à l'heure mon baril qui permet d'en tirer 100, ça faisait un ROI de 1 sur 100. Maintenant, on est à 1 sur 20. Et dans certains cas, quand on va chercher des pétroles ou des gaz non conventionnels, eh bien évidemment, c'est beaucoup plus coûteux énergiquement à extraire. Si je prends par exemple les sables bitumineux de l'Alberta, quand j'investis 1, je retire entre 4 et 5. Et si maintenant je ne comptabilise pas simplement l'énergie nécessaire à extraire, mais si je comptabilise celle nécessaire pour les infrastructures, pour transporter, pour transformer, eh bien quand je retire un baril de l'Alberta, en fait c'est 3 que je dépense. Quand j'en retire entre 4 et 5, c'est 3 que j'aurais dépensé. Donc le solde est extrêmement faible. Et maintenant, si mon baril, je l'extrais par exemple de maïs, et si en plus je mets ce maïs, enfin l'alcool que je vais retirer de ce maïs, si je le mets dans les voitures, c'est ridicule. Parce qu'au bout du compte, j'ai dépensé plus d'énergie que je n'en ai produit. En revanche, si je suis paysan et si je tire de mon colza du diester, et si je l'utilise dans mon tracteur sur place, c'est pas idiot. Le rendement est faible, mais comme j'utilise sur place, c'est pas un problème. Donc nous sommes confrontés à une descente régulière de ce fameux ROI, de ce solde par rapport à la captation de l'énergie. Alors, autre chose tout à fait déterminante, c'est que Dieu merci, eh bien, sur certains plans, certaines techniques s'améliorent. Je ne sais pas si je les ai prises ici. Non, là, je suis autre chose. Mais bon, certaines de nos techniques s'améliorent. Par exemple, nos panneaux solaires ont aujourd'hui un ROI. Grosso modo, c'est très difficile à calculer parce que, comme vous savez, ça va dépendre du degré d'ensoleillement qui varie d'une année à l'autre, d'un endroit à un autre. Grosso modo, on pense que quand j'investis 1, je retire 7, 8 aujourd'hui, que je pourrais retirer 15 dans 15 ans et 30 probablement un maximum dans 30 ans. Donc on est là sur une tendance plutôt au progrès, mais qui va sans doute plafonner. Et ce qui est aussi très important pour nous, eh bien, c'est que désormais, on sait faire des panneaux solaires sans argent. On sait faire des panneaux solaires sans terres rares. Et là, effectivement, en dépensant moins d'énergie. Je vais très vite. Je vais tout de suite arriver à cette espèce, on ne la voit pas en entier, ce qu'on appelle l'équation de Kaya, parce qu'effectivement, l'énergie, si vous voulez, si je veux résumer un peu ce que je viens de vous dire, à la fois, on en a trop, on en a beaucoup trop pour le climat, mais en revanche, on n'en a sans doute pas assez pour le modèle économique qui est toujours le nôtre. Pour vous montrer la difficulté pour le climat, il faudrait diviser par 2 ou par 3 la totalité des émissions de CO2. Pour y parvenir, on a 4 facteurs. On a tout d'abord l'intensité carbone d'une tonne équivalent pétrole. On a ensuite l'intensité énergétique d'un point de PIB. Et vous allez voir que là, on sait très difficilement les réduire. On a le rapport PIB-population et évidemment la population qui continue à augmenter. Et quand vous voyez ce qu'on a su faire les années précédentes, on est franchement loin du compte. Donc et j'y reviendrai, ne pas dépasser les 2 degrés de hausse de la température moyenne sur Terre à la fin de ce siècle, par rapport à la fin du 19e siècle, c'est franchement
véritable gageur. C'est très, très difficile et au bout du compte, mal engagé, même si quand même, le problème est de s'en éloigner, évidemment, le moins possible. Alors, voilà pour l'énergie. Très vite, pour les minéraux, je prends le sable. Je vais simplement vous montrer ce petit transparent-là. En fait, si on m'avait dit lorsque j'avais 10 ans qu'un jour, quand je serais adulte et quand même avec un âge assez avancé, eh bien, le sable deviendrait une denrée rare, je ne l'aurais pas cru. Alors vous allez me dire, il est tombé sur la tête, cet individu est frappé. Du sable, on en a plein dans les déserts. Mais vous avez déjà remarqué que dans les déserts, il y a des vents de sable, et donc l'érosion des grains de sable fait que ces grains sont très ronds, ils perdent leur côté abrasif, qui est essentiel pour tous les usages industriels du sable. On a raclé toutes les rivières de la Terre. Il y a quelques autres réserves, les gravières, vous connaissez ça. On va arriver sans doute assez rapidement au taquet. On commence maintenant à aller chercher le sable dans des fonds marins, à un coût environnemental et à un coût énergétique élevé, et il en est ainsi pratiquement de toutes les ressources. Alors, pour les métaux, c'est pareil, ces chiffres-là sont fantaisistes, ce n'est pas le problème. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, second principe de la thermodynamique, normalement, en dehors du fait avec le magnétisme de la Terre, les métaux devraient être assez également répartis sur Terre. Dieu merci pour nous, il y a eu des phénomènes telluriques, des phénomènes bactériens qui ont concentré les métaux, et c'est la raison pour laquelle on peut les exploiter. Sachez maintenant que jusqu'à 100 mètres sous terre, on a tout ratiboisé. Pour certains métaux, nous sommes obligés d'aller les chercher à 600, 800 mètres sous terre. Pour le pétrole offshore, donc non conventionnel, on franchit 6 km de mer et on va ensuite encore creuser dans les fonds marins. Et évidemment, vous vous en doutez, le coût énergétique chaque fois explose. L'extraction des métaux au monde, c'est 10% de l'énergie primaire par an que nous utilisons. On pourrait très bien extraire les 16 millions de tonnes de cuivre qu'on extrait chaque année, si vous voulez, en partant de son degré de dispersion naturelle. Ça ne serait pas impossible. Mais franchement, il faudrait pratiquement retourner les sols partout et il faudrait y dépenser toute l'énergie primaire qu'on produit en une année. Donc, peu importe ces chiffres, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus on doit aller chercher profondément, plus on doit utiliser d'énergie, parce qu'on doit excaver de beaucoup plus profond, on doit retirer beaucoup plus de terre, et comme en plus le degré de concentration faiblit, non seulement on retire plus de terre parce que c'est plus profond, mais on retire plus de terre parce que le degré de concentration est moindre. Ça, c'est une de nos énormes difficultés. Alors, il y en a d'autres, je passe dessus très rapidement. Alors, voilà, ça c'est important, je vais vous montrer ce graphe, vous n'allez pas pouvoir deviner quels sont les métaux, mais peu importe. Début des années 80, dans l'industrie, on utilisait une dizaine de métaux. Début 2000, on en utilisait déjà 60 sur les 90 éléments de la table de Mendeleïev, et probablement on ira encore plus loin, et d'ailleurs ce graphe-là a déjà une quinzaine d'années. À quoi s'ajoute, c'est pareil, vous n'allez pas voir non plus, un problème de répartition, c'est-à-dire que systématiquement, quel que soit le métal considéré, 60% des réserves, alors faites bien attention, les réserves, c'est la partie d'une ressource dont on pense qu'avec un certain niveau technique, on peut l'extraire. Eh bien, les réserves sont systématiquement pour 60% dans 3 pays seulement. Et c'est en général les fameux BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine. Franchement, pas nos amis sur le plan commercial. Donc ça corse un petit peu la donne. Là, c'était juste pour montrer une voiture standard, tout ce qu'on y trouve, mais surtout ça, vous voyez par exemple que dans une éolienne, pour les aimants, vous allez utiliser par exemple des centaines de kilos d'un métal qu'on ne peut même pas retirer pour lui-même, qui est un coproduit d'autres et qui est semi-précieux sur Terre, le dysprosium. Imaginez qu'on va mettre des éoliennes partout pour produire la même quantité d'énergie que celle qu'on produit. C'est difficile. Maintenant, cela dit, là aussi, il y a des améliorations et on arrive à faire des éoliennes où il y a moins de ces métaux. Mais de façon générale, alors ça, c'est plus tout à fait juste aujourd'hui, mais c'était vrai il y a encore 5 ou 6 ans, eh bien, vous avez le taux de croissance en intensité métallique par rapport aux différentes manières de capter l'énergie. Évidemment, j'ai bien dit métallique, sinon vous n'auriez pas le barrage, bien sûr, en premier. À l'époque, c'était les panneaux solaires qui paraissaient les plus écolos et qui étaient le moins. C'est-à-dire, au kilowattheure produit, c'est eux qui mobilisaient le plus de métaux, avec tous les coûts que j'indiquais tout à l'heure. C'est moins vrai aujourd'hui, ça c'est une des rares bonnes nouvelles
que l'on est. Alors, en quelque sorte, on est un peu pris en tenaille, c'est-à-dire pour produire de l'énergie non carbonée, on doit avoir plus de métaux, et pour aller chercher ces métaux, on doit utiliser plus d'énergie. Passons là. Très rapidement, la ressource eau. Alors, là aussi, s'il y a quelques décennies, on m'avait dit que ça deviendrait un problème qui pourrait devenir global, je ne l'aurais pas cru. On n'en est pas encore là. Mais en tout cas, eh bien, vous avez deux phénomènes qui sont là. D'une part, depuis les années 30 du XXe siècle, on a puisé dans des aquifères, soit fossiles, soit se renouvelant avec un rythme de renouvellement extrêmement faible. Et nous les épuisons. Vous avez dans différents endroits du monde des fermes qui ferment, c'est le cas de le dire, les unes après les autres, parce que le petit aquifère dans lequel eh bien, est sec. Ou en tout cas, on n'a plus les moyens, comme je vous disais tout à l'heure, d'en extraire à un coût énergétique acceptable, encore l'eau. Et c'est très problématique aux États-Unis. Vous avez l'aquifère de l'Ogallala, sur lequel vous avez les grands États céréaliers, dont on pense qu'il sera, entre guillemets, épuisé dans une quinzaine d'années. Alors, de façon très générale, vous avez plusieurs fleuves, le fleuve jaune, le Colorado, etc., ou avec la mer d'Aran, la Monelle d'Aria, eh bien des fleuves qui n'atteignent plus la mer, et la plupart des fleuves, quand ils l'atteignent, n'ont plus du tout les débits qu'on leur connaissait autrefois, parce que les prélèvements en amont sont devenus extrêmement importants. À ça, vous ajoutez le réchauffement climatique. On va y revenir tout à l'heure, mais en gros, il y a des zones qui n'étaient pas encore arides qui vont le devenir, ou le devenir beaucoup plus. C'est par exemple le cas de toute la partie ouest des États-Unis, et on l'expérimente déjà avec la Californie depuis 4-5 ans. On pourrait s'amuser à se faire peur, c'est-à-dire qu'en fait, c'est 15 000 km3 la totalité de l'eau douce disponible, mais l'essentiel, c'est pour les écosystèmes. Là, pour le moment, on en prélève 2600, mais on pourrait très bien aller jusqu'à au-delà des 4000 au mi-temps du siècle. Et là, effectivement, on passerait en quelque sorte une sorte de limite planétaire. J'y reviendrai tout à l'heure. Je passe très vite là-dessus. Bon, je vais vite, parce que je voudrais revenir à des aspects peut-être plus importants. Alors, une manière d'illustrer cette razzia générale, c'est de s'intéresser aux ressources halieutiques. Si je prends par exemple l'Atlantique Nord, qui a été une des zones de pêche les plus importantes, vous imaginez bien, pendant des siècles, voire même des millénaires, si on voit l'aspect côtier, eh bien, cette zone de pêche-là est soumise à une tension énorme, ce qui fait que, par exemple, les prises moyennes, dans une trentaine d'années, on est passé de 800 grammes à 200 grammes. Imaginez que chacun de nous voit son poids, ici, divisé par 4. Moi, ça irait encore, mais j'en vois certains dans la salle pour qui ça serait déjà plus problématique. Eh bien, c'est à peu près ce qui nous arrive. Et je vais vous illustrer ça avec ce petit schéma qui est très clair. Vous allez voir, vous n'aurez pas beaucoup d'efforts de mémoire à faire. En fait, on a sur les plateaux continentaux la richesse des ressources halieutiques en fonction des couleurs. On va du plus clair au plus rouge. Ça, c'était l'état de nos mers au début du XXe siècle, en 1900. Eh bien, vous allez voir maintenant, ce n'est pas la peine de faire un effort de mémoire très important parce que c'est très simple ensuite. Voilà aujourd'hui. Vous avez vu, vous avez de la chance, hier vous avez eu du poisson. Ça va devenir difficile et vous savez que les océans ont tendance, et on pense que c'est relativement irréversible, je vous donnerai d'autres chiffres tout à l'heure, on pense que les méduses vont envahir les différentes espèces de méduses. Elles ont déjà commencé à envahir certaines zones. Elles pourraient envahir la totalité des océans. Donc, pour votre savoir-faire culinaire, ça va être aussi une forme de métanoïa. Il va falloir apprendre à cultiver les méduses et à les cuisiner. Alors, on en arrive du coup à un chapitre extrêmement important. Je dirais que c'est lui qui va le plus nous sensibiliser à l'aspect des transformations que nous connaissons aujourd'hui. Eh bien, c'est l'aspect alimentaire. Je vais y revenir pour plusieurs raisons. Mais nous avons quand même quelques marges de manœuvre. J'en souligne une qui est vraiment très importante. Pour produire 1 kg de viande rouge, il faut 7 à 10 kg de céréales. À peu près 4 pour produire 1 kg de viande blanche. Vous imaginez bien que vous ne nourrissez pas le même nombre de personnes avec 10 kg de céréales qu'avec 1 kg de viande rouge. Et là, c'est assez curieux. Bon, la Chine, depuis maintenant une dizaine d'années, s'est vraiment convertie à l'alimentation carnée, notamment à la viande rouge, alors que c'était quasiment exclu avant. Mais même l'Inde, même les classes moyennes indiennes
se mettent désormais à manger de la viande et même de la viande rouge. Alors là, c'est au contraire un domaine sur lequel on peut agir pour diminuer la pression. Cela dit, si vous devenez vegan, c'est un choix éthique, mais si tout le monde devenait vegan, c'est une catastrophe parce qu'il faudrait encore produire plus d'engrais azotés industriellement et chimiquement, ce qui ne serait pas forcément une bonne chose. Ne dites pas ça aux végans, ils vont se fâcher. C'est excellent quand ça reste éthique et un choix minoritaire. Si ça devenait un choix des 100% de la population humaine, ça serait inquiétant, mais il n'y a absolument aucune chance parce que c'est très exigeant sur le plan éthique. Alors, je passe, il y a d'autres problèmes, je voudrais vraiment en arriver à des choses plus essentielles. Mais de façon générale, vous l'avez compris, on a, si vous voulez, comment dire, il y a une pression extrêmement forte sur notre capacité à produire de l'alimentation. Le climat, par exemple. Depuis 2007, il n'y a pas une année sans que vous ayez au moins une région au monde touchée par une période de sécheresse que nos modèles attribuent au changement climatique en cours. Lorsque ça a lieu, pour les céréales, les pertes en termes de rendement oscillent entre 20 et 40%. Je vous rappelle que nous sommes au tout début des effets du changement climatique. Par rapport à la fin du 19e, on connaît une hausse moyenne de la température de 0,8 degrés et 5 centièmes. C'est loin de ce qui nous attend et sachez que chaque petit dixième qu'on rajoute n'a pas les mêmes conséquences que le dixième antérieur. Les conséquences ont tendance à s'intensifier à chacun et la vitesse du changement, elle aussi, a tendance à s'intensifier. Vous parlez in fine de cette histoire de basculement des écosystèmes. Très rapidement, c'est que lorsqu'on atteint un certain degré de chamboulement des écosystèmes dans l'histoire de la Terre, eh bien, l'ensemble des écosystèmes finit par changer. C'est un basculement. En fait, si vous voulez, les écosystèmes mondiaux sont en quelque sorte solidaires. Quand une partie est détruite, alors dans le passé c'était sur des temps très longs, là c'est sur un temps beaucoup plus rapide, et ce n'est pas une destruction au sens où vous n'avez plus que du sable derrière, c'est simplement par exemple par l'agriculture, par nos artificialisations, nos villes, nos infrastructures, etc. Eh bien, systématiquement dans l'histoire de la vie, lorsqu'on approche la moitié, eh bien, on constate ce basculement et nous sommes évidemment en train d'approcher cette moitié. L'accentuation encore de la déforestation amazonienne, alors l'Amazonie, ce n'est pas un poumon de la Terre, hein, le bilan carbone est à peu près neutre. En revanche, et on sait ça depuis l'Antiquité, on sait ça depuis Platon, quand on déforeste de façon massive, eh bien, on supprime de la biomasse et on supprime donc de l'eau. Et du coup, on assèche le climat. À telle enseigne qu'au début du 19e siècle, on s'est fait une petite peur climatique, comme on avait atteint un maximum en termes de déforestation, au moins dans l'hémisphère nord à l'époque, eh bien on avait peur d'assécher la globalité du climat. Et ça avait même donné lieu à des débats parlementaires. Eh bien effectivement, si on faisait disparaître la totalité de la forêt amazonienne, on aurait une perturbation majeure dans le système des pluies mondiales, si vous voulez. On a un appauvrissement génétique des populations, ça c'est facile à comprendre. Autrefois, eh bien, les agriculteurs, en échangeant sur des petits lieux assez fermés leurs gènes, avaient fini par créer, pas jusqu'à des problèmes de spéciation, mais en tout cas par exemple des vaches ou des fraises ou du blé ou du riz, vous aviez par exemple le riz jusqu'à des milliers de variétés. Eh bien, avec l'agriculture moderne, nous n'avons plus que quelques variétés, mais rassurez-vous, on conserve beaucoup de gènes dans des frigos au Spitzberg. Après, pour les replanter, ça va être difficile. Alors, autre chose, disparition des sols. Et comme je vous le redis là, il faut 500 ans, 5 siècles, pour forger 2 petits centimètres, une épaisseur de 2,5 cm de sol. Pas très loin d'ici, un peu plus au sud, en France, vous avez des endroits où le sol des vignes se reminéralise. Tout simplement, la vigne, buvez plutôt du vin bio, je vous dis tout de suite, parce qu'effectivement, le vin classique, c'est là que vous avez le plus d'intrants. Pour 6% de la surface agricole utile, vous avez 31% de consommation des intrants en France. Et donc, effectivement, dans certains endroits, le sol se reminéralise. Il perd sa vie, il redevient minéral, et c'est accentué aussi par le tassement avec les tracteurs. Disponibilité en eau douce, j'en parlais. Alors, évidemment, azote, phosphate, tous nos engrais. Pour le phosphate, on est sans doute très proche du pic. Je vous ai expliqué le phénomène tout à l'heure. Énergie fossile. Alors, il faut savoir que notre agriculture aujourd'hui, eh bien, en fait, pour produire une
calories alimentaires, il nous faut aujourd'hui 10 calories, essentiellement fossiles. Énergie des engins, et énergie nécessaire à fabriquer les intrants. Donc nous ne sommes plus dans une agriculture solaire, nous sommes pour une part dans une agriculture minière. À ça s'ajoute le retrait du trait de côte, et là on va y revenir avec le changement climatique très rapidement. Dernière chose, pour passer à l'autre versant des choses, nos écosystèmes nous rendent des services de fourniture, alors le bois de construction, le bois de chauffage, les fibres, etc., les molécules pour la pharmacie, que sais-je, nous fournissent aussi des services à échelle locale, et puis, par exemple, régénération du sol, épuration de l'eau, épuration de l'air, etc. Et puis, le dernier type de service, c'est plutôt des services symboliques, alors touristiques ou religieux dans des cultures qui ne sont pas la nôtre. Et puis, vous avez en dessous les 3 grands services fondamentaux. En gros, ça fait 24 services essentiels. Au début des années 2000, 16 de ces 24 étaient déjà surexploités. Et les autres en cours de surexploitation. C'est chaque fois la même chose, on aurait pu dire ça en 1 minute, j'en suis désolé, mais c'est tout le temps le même problème. On surexploite tout. On a fait une razzia sur tout. Alors maintenant, regardons ce qui se passe du côté du système Terre. Et là, ça vaut le coup de s'attarder sur cette question de système Terre. Nous avons hérité de l'âge classique, et non pas du christianisme, j'y reviendrai cet après-midi, mais d'une certaine interprétation, où une certaine interprétation du christianisme a joué un rôle. Nous avons forgé l'idée que nous étions une espèce totalement étrangère aux vivants. Et que finalement, une mauvaise interprétation de l'imago Dei nous a amené à nous penser comme totalement extérieurs à la Terre. Nous ne faisons pas partie du système. Et évidemment, ça permettait de penser qu'on pouvait, ce que pensaient les classiques, qu'on pouvait devenir, comme disait Descartes, comme maître et possesseur de la nature, qu'on pouvait maîtriser les éléments naturels à une échelle spatiale et temporelle circonscrite, et qu'il n'en découlait pas de conséquences à des échelles plus larges. Désolé de devoir le dire, mais c'est faux. C'est totalement faux. La Terre forge un système avec l'atmosphère, et c'est ce qu'on appelle le système Terre. Et évidemment, comme tout système, il est systémique, et donc tous les éléments sont interdépendants les uns vis-à-vis des autres. Lorsque nous agissons, et à l'échelle à laquelle nous agissons désormais, le problème ne se posait pas autrefois, à l'échelle à laquelle nous agissons désormais, eh bien, quand nous agissons, le système réagit. Et le système est un peu piégeant, parce qu'il ne réagit absolument pas à la vitesse à laquelle nous agissons. Le système réagit toujours en retard. Par exemple, les températures que nous connaissons maintenant, eh bien, c'est l'effet du degré de concentration des gaz à effet de serre que nous avons mis dans l'atmosphère il y a grosso modo 30 à 40 ans. Et puis ça, pour qu'un degré de concentration commence à se faire sentir, c'est 30 à 40 ans. Mais ensuite, vous devez rajouter encore un siècle pour que l'effet d'un degré de concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère se déploie en totalité. Imaginons que nous ayons une hausse des températures moyennes de 3 degrés à la fin de ce siècle. On est parti pour ça, et encore. Je verrai tout à l'heure qu'il faudra nuancer. On est plutôt parti pour ça. Eh bien, si tel était le cas, à compter du XXIe siècle, et pour une période très longue, difficile à dire, mais plusieurs milliers d'années, selon certaines estimations, peut-être 5000 ans, alors que la quantité de carbone aura commencé à se réduire, mais elle va mettre 100 000 ans pour se réduire, eh bien, on aurait une planète avec une température supérieure en moyenne par rapport à la moyenne qu'on connaissait à la fin du XIXe siècle de 5 degrés. 5 degrés au-dessus, c'est la même chose que 5 degrés en dessous. Ça réduit d'autant, et peut-être plus encore, l'habitabilité de la Terre. C'est ça que ça signifie. Alors, en fait, on avait en quelque sorte une zone de sécurité, et cette zone de sécurité, on l'a gaillardement dépassée.
Et il y a 9 domaines dans lesquels on peut la dépasser. La première étude dont je me sers, très célèbre, a été publiée en 2009. Vous verrez qu'après, je vais me servir d'une seconde étude, publiée en 2015, en janvier 2015. Donc il y a à peine plus d'un an. Les 2 domaines, les 3 domaines, là, on avait dépassé en quelque sorte les limites. C'était le changement climatique, c'était la biodiversité, je vais y revenir, et c'était les cycles de l'azote et du phosphore en raison de nos activités agricoles telles que je vous les ai décrites. S'y ajoutait ensuite la déplétion de l'ozone stratosphérique. Là, on n'est pas dans la zone de danger. L'acidification des océans, qui est tout simplement une conséquence du changement climatique, là aussi, on est encore hors de la zone de danger. L'usage de l'eau douce, l'usage des sols. Et là, vous allez voir, dans la deuxième étude, c'est le 4e domaine dans lequel on rentre dans la zone dangereuse. Ensuite, la quantité, la qualité de pollution chimique, l'introduction de nouveaux matériaux. Donc, vous voyez, la pollution chimique n'est qu'un aspect sur tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et puis, l'impact des aérosols atmosphériques dus à nos activités industrielles, par exemple la métallurgie, etc., la production d'électricité thermique, etc. Alors, je vais tout de suite passer, je vais vous expliquer les choses sans ça, mais je vais vous laisser cette image sous les yeux. Eh bien, voici maintenant... attendez, encore, où nous en sommes aujourd'hui. Donc ça, c'est l'étude de 2005. Elle est mieux faite parce que, là, on ne voit pas bien, mais vous avez au cœur, c'est vert, après, c'est jaune, et on rentre dans le rouge. La zone jaune, c'est, on peut dire, la zone d'incertitude. C'est la zone dans laquelle on commence à subir des transformations qui nous sont relativement défavorables. Et quand on passe dans la zone rouge, là, franchement, c'est le cas de dire, ça chauffe. Alors, on est passé dans la zone rouge, pour le moment, que pour les cycles d'azote et du phosphore. On est dans la zone rouge quand même aussi pour la biodiversité, je vais y revenir, c'est un peu plus large que la biodiversité, mais on est déjà dans le jaune, largement pour le climat et pour l'usage des sols. Pour le reste, on est dans le vert et parfois le vert est très proche du jaune. Et puis vous avez, là où vous avez les points d'interrogation, il y a 3 domaines où on ne sait pas calculer la limite. Alors maintenant, quelques explications sur le climat et quelques explications sur la biodiversité. Mais je vais peut-être commencer par la biodiversité. Les deux sont très importants parce que, si vous voulez, un changement dans l'un affecte la totalité du système. Et ces 2 domaines où, franchement, on est allé assez loin dans les changements. Commençons par le vivant. Si vous voulez, le premier des indicateurs du vivant, c'est la destruction des populations sauvages. Et vous allez voir que nous sommes extrêmement performants. Entre 1970 et 2010, écoutez-moi bien, c'est la moitié des mammifères sauvages, la moitié des poissons sauvages, je ne parle pas d'aquaculture, la moitié des oiseaux, la moitié des amphibiens, la moitié des reptiliens qui ont disparu. Pas beaucoup de contemplation de la Terre dans tout ça. C'est le moins qu'on puisse en dire. Et alors, franchement, entre nous, je pourrais ajouter les insectes. Et ça, c'est un des rares phénomènes pour lequel vous avez un indicateur accessible à nos sens, et vous verrez, on y reviendra cet après-midi. Le grand problème de toutes ces difficultés, c'est que vous avez vu, je ne vous ai donné que des indicateurs abstraits. Tout ce que je vous ai dit, vous n'en voyez rien, ou si peu. Un des rares domaines où on voit, c'est l'effondrement des populations d'insectes. Souvenez-vous, pour les plus âgés, il y a une vingtaine d'années, quand vous alliez, par exemple, de Paray-le-Monial à Toulouse, vous deviez vous arrêter plusieurs fois pour nettoyer votre pare-brise. Faites le même trajet aujourd'hui, vous ne rencontrez sur votre pare-brise que quelques impacts d'insectes totalement pervers. Ils ont vraiment choisi votre pare-brise. Vu le peu de place qu'ils prennent dans l'espace, ils auraient pu aller ailleurs. Mais ce n'est pas très drôle. C'est vraiment un indicateur d'effondrement général. Je ne vous parle pas des abeilles parce que les pauvres, c'est encore autre chose. Mais bon, elles font partie de cet effondrement général. Donc, érosion des populations. Ensuite, deuxième indicateur, ce n'est pas le même. Cette fois-ci, c'est l'érosion de la diversité génétique qui est au fondement. Les espèces ne sont, pour les biologistes de l'évolution, que des constructions temporaires. Ce qui est important, ce sont les gènes. On va quand même compter par espèce. Et si je prends les mammifères, ça varie, si vous voulez. Alors, on ne compte jamais les bactéries dans cette affaire-là. Ça, c'est le socle du vivant. On compte toujours les êtres pluricellulaires. Eh bien, si je regarde le rythme traditionnel pour les mammifères, il était le suivant. Disparition de 2 espèces sur 10 000 par siècle.
Aujourd'hui, très difficile à dire. On est au moins à 100 fois plus. Pour certaines catégories d'êtres vivants, on est à 10 000 fois plus. Et ça, encore une fois, sans que le changement climatique n'ait vraiment déployé ses effets les plus délétères. Et troisième problème, j'ai déjà fait allusion, c'est l'histoire du basculement des écosystèmes. Donc sur le plan du vivant, ça tangue très très fort. Mais n'oubliez pas que nous sommes, nous aussi, des animaux. Et on ne peut pas vivre sans les autres animaux, même si nous sommes des animaux d'un genre spécial. D'ailleurs, nous sommes les seuls à être capables de ficher ce genre de bazar. Ensuite, deuxième déterminant, celui du climat. Très rapidement, on sait de façon expérimentale que certains gaz, vous avez tout à l'heure, dioxyde de carbone, méthane, protoxyde d'azote, après il y a des gaz qu'on fabrique nous-mêmes. Bon, la vapeur d'eau d'ailleurs en premier, mais on n'a pas une incidence dessus. Eh bien, certains de ces gaz, on sait montrer expérimentalement en quoi ils piègent le rayonnement infrarouge. Ensuite, après, comment savoir en quoi le changement de la composition chimique de l'atmosphère, par exemple, il y a 40% de plus de dioxyde de carbone, il y a le double de méthane, il y a 20% de plus de protoxyde d'azote. Comment cela va influer sur les températures en moyenne? Il n'y a pas que les températures. Il y a 4 conséquences directes du changement climatique. La première, effectivement, c'est une élévation de la température moyenne au sol. Et si vous voulez comprendre ce que ça signifie, une élévation de la température moyenne au sol, pensez à votre corps. Les économistes vous disent qu'il n'y a aucun problème. Vous pouvez très bien continuer à vivre à 80 degrés. C'est à peu près ce qu'ils disent pour la planète. Vous savez très bien qu'à partir de 41, vous commencez à vous sentir très, très, très mal. Et peut-être pour plus très longtemps. Eh bien, c'est pareil pour la moyenne de température sur Terre. Il y a une fourchette qui est favorable à la vie et il y a une fourchette au-delà de laquelle, effectivement, ça devient plus délicat. Je vais y revenir. Donc, température moyenne. Deuxième effet, changement du régime des pluies. Grosso modo, là, il pleut peu, il pleuvra moins. Là, il pleut plus, il pleuvra plus. Troisième changement, l'élévation générale du niveau des mers. Et là, on n'a vraiment pas de chance, c'était révisé il y a très peu de temps. On pense que l'Antarctique tout seul nous conduira à 1 mètre d'élévation du niveau des mers. En gros, on sera entre 1 mètre et 2 mètres, parce que vous n'avez pas que l'Antarctique, vous avez l'Arctique, vous avez les glaciers, et puis vous avez la volumétrie des eaux de mer qui, avec le change de densité, prend plus de volume, avec l'élévation de sa température. Et enfin, quatrième conséquence, ce sont les événements extrêmes. Pas difficile à comprendre. On met plus d'énergie dans l'atmosphère. Quand ça se décharge, c'est plus violent. Pensez à Haiyan aux Philippines, à Pam au Vanuatu, deux grands ouragans récents. Vous avez eu des températures qui ont monté, enfin une vitesse, des rafales de vent qui sont allées jusqu'à 379 km/h. On n'est plus très loin de l'effet de souffle d'une bombe. Et effectivement, quand vous regardez les paysages où est passé, souvenez-vous pour les Philippines, ça a été terrible. Ça, c'est les 4 conséquences directes. Maintenant, vous l'avez compris aussi, on est vraiment sur une durée de temps qui est très longue. Alors, oui, j'en ai même pour moins de temps que ça. Vous êtes très généreux, merci beaucoup. Après ce que je vous dis, vous devriez au contraire me dire 1 minute, mais enfin bon. Eh bien, la difficulté aussi, je vous le disais, c'est le temps très très long de ce phénomène. Ce n'est pas une crise, on change l'état du système. Et donc on va forcément changer la manière dont on peut vivre à l'intérieur du système. Vous avez vu tout à l'heure le mot anthropocène, ère de l'homme, c'est devenu vraiment à la mode. Ça veut dire que comme nous sommes devenus une force géologique, nous sommes sortis de l'Holocène, cette petite période géologique qui nous sépare de la fin de la dernière glaciation, qui a été extrêmement favorable à l'avènement de l'agriculture et donc à l'avènement des civilisations. Nous sortons de cette ère. Nous entrons dans l'ère de l'Anthropocène. Alors vous pouvez la lire de manière transhumaniste. Les hommes sont capables de tout, ils vont tout terrasser. Mais là, ils n'ont pas compris qu'on avait affaire à un système. Ils sont encore dans l'optique moderne et l'optique classique. Vous lisez en fonction du système, c'est très différent. Le système Terre, si vous voulez, c'est une série de boucles extrêmement variées où tout est cyclique. À commencer par le granit. Le système Terre détruit par l'érosion le granit et le reforge. Et il en va ainsi de tous les éléments. Et c'est précisément ces cycles que nous perturbons. Et c'était l'équilibre antérieur de ces cycles qui rendait la planète aussi facilement vivable pour les hommes. Si nous n'avons pas inventé l'agriculture
pour le Moyen et Proche-Orient. On l'a inventé à 4 endroits, à des époques différentes, mais la première invention, c'est Moyen et Proche-Orient, et ça remonte à 11 000 ans avant nous. C'est parce que ces conditions étaient très favorables. Et c'est ces conditions-là que nous sommes en train de faire disparaître. Alors, je ne vais pas encore rajouter dans les mauvaises nouvelles, mais là, on va même de réévaluer le rôle des nuages. Donc, on a là vraiment un facteur extrêmement important de changement, d'un changement que nous allons vivre. Alors maintenant, quelles sont nos latitudes par rapport à ça? J'y reviendrai plus cet après-midi. Mais en tout cas, il y a une latitude qu'on veut vous faire croire qui nous est accessible, c'est ce qu'on appelle la géo-ingénierie. Je terminerai là-dessus. Franchement, je suis extrêmement sceptique. La chose la moins stupide, c'est évidemment, par exemple, de saisir les émissions de carbone à la sortie. Ça, c'est même pas de la géo-ingénierie. Ça, on saurait le faire. Par exemple, à la sortie d'une cheminée d'une centrale thermique, c'est une concentration de 15%, c'est énorme. Donc c'est facile d'en retirer une grande partie. Quand vous avez 400 ppm de dioxyde de carbone dans l'air ambiant, ça veut dire que vous avez 400 molécules de dioxyde de carbone sur un volume de molécules d'air d'1 million. Donc vous imaginez si vous devez prélever avec ce degré de concentration pour réduire. Je ne sais pas ceux d'entre vous qui se souviennent des Shadocks, il va falloir pomper. On va tous devoir pomper. Et si possible à pied, parce que sinon on va dépenser de l'énergie pour pomper. Et puis il nous faudra des pompes gigantesques, à un coût de matériaux énorme. Donc ça paraît complètement idiot. Le truc le moins idiot, ça serait de mettre des aérosols sulfurés dans le kérosène des avions, parce que vous savez qu'il circule beaucoup d'avions au monde. Oui, ça va aller, merci beaucoup. Il circule beaucoup d'avions au monde. Et là, effectivement, on ferait artificiellement l'effet d'un volcan. Quand vous avez un volcan, il y a un refroidissement de la température terrestre, qui d'ailleurs, ces refroidissements étaient très importants. Vous avez eu une immense éruption volcanique en Islande avant la Révolution française. Ce n'est pas ça qui a causé la Révolution française, mais c'était un facteur, parce que vous avez eu des famines, vous avez des récoltes qui ont pourri sur pied. Donc, voilà un phénomène qui est important, mais ça, on arrivera. Alors, si on met pomper, on n'y arrive pas. Si on met des aérosols soufrés dans les avions, effectivement, on aura un petit effet. Mais attention, ce qui est très important dans le changement climatique, c'est la rapidité du changement, qui fait que le vivant s'adapte difficilement, il a besoin de plus de temps. Et puis, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à partir d'un certain niveau, ça devient dramatique. Par exemple, quand on dit, je terminerai là-dessus, qu'on ne doit pas augmenter la température au-delà de 2 degrés, c'est tout simplement parce que pendant le Quaternaire, les 2 600 000 années qui nous ont précédés, eh bien, le haut de la fourchette de température, c'est 2 degrés. Et comme vous l'avez vu, toutes les espèces sont solidaires. Donc, si on dépasse ces 2 degrés, on sort des conditions d'adaptation de l'ensemble du vivant terrestre aux conditions nouvelles que l'on aura suscité. Et deuxième raison pour normalement ne pas dépasser les 2 degrés, c'est que le système climatique, il s'auto-alimente. Vous réchauffez la température avec du carbone, donc vous augmentez l'évaporation. Manque de chance, le premier des gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. Donc il fait encore plus chaud. Puisqu'il fait encore plus chaud, ça s'évapore encore plus de vapeur d'eau, il fait encore plus chaud, et hop, ça part en spirale. Maintenant, on fait fondre les glaces de l'Arctique et de l'Antarctique, ça change la capacité de la Terre à réfléchir le rayonnement solaire dans le cosmos. Plus la glace fond, plus la surface devient sombre, plus elle absorbe de chaleur, plus la glace fond vite, plus ça devient sombre, etc. Et hop, ça repart en spirale. C'est une auto-alimentation. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle... Alors, encore une chose, j'ai fini dans 1 minute. Pour les aérosols soufrés, si on le faisait, il y aurait 2 problèmes. Le premier, c'est que ça bousculerait la mousson. Allez dire ça aux Indiens, ils vont être très contents. Et ils ne seraient pas les seuls à avoir des problèmes de production alimentaire. Et puis, deuxième problème, ça nous fragiliserait énormément. Parce qu'à partir du moment où on serait rentré dans cette logique, on n'aurait plus le choix que de tous circuler en avion comme des malades pour projeter des aérosols soufrés. Si vous arrêtez, la température est très rapidement chute. C'est vraiment une technique de docteur Folamour. Et là, j'en terminerai là-dessus, chez les docteurs Folamour, la capacité à contempler est encore pire que celle des apôtres sur la barque. Elle est nulle. Merci de votre attention.
Merci Dominique. Alors pour vous rassurer, la messe qui était prévue sur votre programme à 11 heures ne disparaît pas. La messe va commencer à 11h30 dans la basilique. Donc on a une petite dizaine de minutes. Merci de ne pas perdre de temps pour rejoindre la basilique et que la messe commence bien à 11h30.